avant d'en arriver à l'effronter, quelques généralités autour de Claude Miller, bon, qui est un cinéaste connu, célèbre, même si je pense qu'il n'a pas toute la place qu'il mérite dans le cinéma français. Bon, vous savez qu'il en est globalement à 16 longs métrages, hein. Ça va être 16 plus 1, puisque son nouveau film, le 17e, est en cours de tournage actuellement. C'est une adaptation du roman de Mauriac, Thérèse d'Esquerroux. Miller a 70 ans en 2012. Il est né en 42, ce qui me semble important par rapport à sa filmo et à son propre cinéma, à ce qu'il a choisi de traiter. Vous voyez d'ailleurs que tous ses films se situent globalement entre 42 et nos jours. Même ses fictions historiques, il les a transposées. Quand il fait l'accompagnatrice de Nina Berberova, qui se situe pendant la Révolution russe, il le transpose pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je pense que le fait qu'il qu'il soit né de parents juifs, pourchassé, obligé de se cacher, avec sa mère enceinte dans les caves pendant ce moment-là, et qui naît en pleine période d'occupation à travers tout ça, et sans doute pour quelque chose dans le fait que son cinéma repose souvent sur l'humiliation et la persécution. Bon, je ne sais pas s'il serait d'accord avec ça, mais moi je pense qu'il y a une façon obsessionnelle et un peu métaphorique de vouloir de parler de ces années-là, enfin tout ce qu'il abordera, disons, de façon plus frontale dans Un secret. Son enfance est une enfance de petits banlieusards de milieu modeste, dans la France d'après-guerre, du côté de Montreuil. Et une phrase de Claude Miller que j'ai relevée, qui me semble intéressante, il dit « J'appartiens à la dernière génération de cinéastes à avoir connu et découvert le cinéma avant l'apparition de la télé. » C'est-à-dire à avoir connu le cinéma à l'époque où il était magique, si vous voulez, d'une certaine façon, où il était le lieu de l'imaginaire et de toutes les identifications, où on apprenait tout au cinéma, y compris, une conception fantasmatique de la sexualité. Il y avait un côté très érogène dans le cinéma, qui a beaucoup marqué Miller, qu'il pratique aussi à sa façon, et qui est un cinéma qui a de l'éclat. Bon, c'est assez visible dans Les Frutés. Ensuite, j'isolerai simplement un tout petit fait pour aller très vite jusqu'à ses années de formation. C'est le moment où il est élève d'Henri Agel au lycée Voltaire à Paris, qui était à la fois un critique, un théoricien et un historien du cinéma, qui animait un ciné-club et qui a beaucoup influencé les jeunes générations qui ensuite sont parties du côté de l'IDEC ou autres. Il a été assez admiratif de cet enseignement, beaucoup fondé sur la catharsis. Danet a été aussi un des élèves d'Henri Agel, mais il en parle en termes nettement moins flatteurs. Et puis donc, il semblait assez naturel pour Claude Miller donc, de rejoindre l'IDEC, ce qu'il a fait. Donc l'IDEC, je vous rappelle, c'est l'ancêtre de la FEMIS, l'Institut des hautes études cinématographiques, qu'il intègre en 61-62. Il est dans la même promotion que Théo Angelopoulos, par exemple, pour vous donner un petit repère de génération. Ensuite, il est assistant, alors auprès de cinéastes prestigieux, excusez du peu, c'est quand même Marcel Carné et Robert Bresson, donc les années de formation dans l'assistanat. Et puis par la suite, ses débuts vont être marqués par la Nouvelle Vague. Pas en tant que cinéaste de la Nouvelle Vague, parce qu'il est encore trop jeune pour ça, mais parce qu'il va beaucoup tourner et travailler pour des cinéastes de la Nouvelle Vague. Entre autres, il collabore avec Jacques Demy. Il est assistant sur 3 films de Godard, La Chinoise et autres. Et puis, la grande rencontre, ça va surtout être Truffaut, dont il va devenir le principal et ensuite le premier directeur de production. Il fait 8 films avec Truffaut. Ça démarre avec Baise et Volée et ça va en gros jusqu'à Adèle H. Donc tous ces Truffauts, les Truffauts de cette époque-là, c'est-à-dire L'Enfant sauvage, Domicile conjugal, Une belle fille comme moi, La nuit américaine, enfin tous ces films-là, toute cette époque-là de Truffaut, c'est Claude Miller qui dirige la production et qui est le producteur exécutif, plutôt exécutif que délégué d'ailleurs. Bon, ensuite évidemment, Miller souhaite passer à la réalisation, il hésite un peu, il fait le saut par le biais du court-métrage, il y en aura 3, 2 qui sont totalement invisibles, 2 avec, pour interprète Juliette Berthaud, le premier qui s'appelle Juliette dans Paris et qui est
a priori, si j'en crois ce qu'il raconte, une histoire de vampire, mais enfin, il ne veut le montrer à personne, il estime que c'est un travail d'étudiant sans intérêt. Le deuxième, La question ordinaire, a été jugé trop violent et interdit. Et puis le troisième, c'est Camille, ou la comédie catastrophique, avec à nouveau Juliette Berthaud et puis Philippe Léotard, qui lui a été montré dans différents compléments de programmes, DVD ou autres. Bien, et on en arrive à son premier film, La meilleure façon de marcher, qu'il écrit avec Luc Béraud, et qu'il va tourner et sortir en 1976. L'association avec Béraud est importante parce que tout le début de Miller se fait sous ce compagnonnage. Luc Béraud est un de ses amis, cinéaste par ailleurs. Il a fait des films comme La tortue sur le dos, des films de cet ordre-là. Et l'un écrit pour l'autre, et réciproquement. Miller tourne même, il a été un peu acteur, il a même tourné dans les films de Béraud à ses débuts. Alors, je ne sais pas si vous avez vu La meilleure façon de marcher, mais je peux peut-être en dire quelques mots. Donc ça se passe dans une colonie de garçons, dans les années 60, donc à l'époque où c'est pas mixte, mais au lieu d'être centré sur les enfants, disons que l'étude est centrée sur les moniteurs. Malgré tout, les enfants sont bien présents. Et les enfants, c'est une constante aussi de l'univers de Miller. Même si son rapport à l'enfance, avec ses peurs, avec ses traumatismes, avec son imaginaire, il le développera davantage dans l'effronté, et puis surtout, bien entendu, le grand film consacré à ça, c'est La classe de neige, l'adaptation du roman d'Emmanuel Carrère. Donc c'est une interrogation, ce film, La meilleure façon de marcher, sur, disons, la domination masculine, mais le rôle, l'opposition masculin-féminin, à travers un groupe de jeunes hommes en formation. Ce qui est au centre du film, c'est le fait qu'un soir, à la suite d'une panne de lumière, l'un d'entre eux, Patrick Devers, frappe à la porte de l'autre, entre et le découvre maquillé, vêtu d'une robe rouge. Magnifique. L'autre, c'est Patrick Bouchitet, tout jeune, à ses débuts, qui est encore un acteur de théâtre. Bon, il est troublé par cette vision et on va être dans une relation à la fois d'espèce de dépendance et d'humiliation qui va gonfler. C'est un film très impressionnant, très étonnant dans le paysage cinématographique de la fin des années 70, que beaucoup considèrent encore comme le meilleur film de Miller. Je pense que c'est un très bon film de Miller. De là à dire que c'est le meilleur, je ne sais pas, j'hésiterai, je serai un petit peu plus nuancé. Et ce côté-là, si vous voulez, c'est-à-dire ce goût pour la pénombre et l'obscurité de la personnalité, bien entendu. Ce qu'il appelle lui-même, l'escalier dérobé de la personnalité des uns et des autres. Ce qu'on préfère cacher, ne pas montrer, ces portes qu'on n'ouvre pas habituellement, ça va être l'univers de Claude Miller. On va retrouver ça dans son film suivant, Dites-lui que je l'aime, qui est l'adaptation donc d'un roman de Patricia Highsmith, Ce mal étrange, qui est un film assez ténébreux, très envoûtant, de climat, d'atmosphère. On trouve un Depardieu à ses débuts, qui veut absolument la femme d'un autre. Donc une femme, entre guillemets, déjà prise, déjà mariée. C'est une sorte d'homme prédateur. La femme étant interprétée par Dominique Laffin. Et puis on a aussi Miu Miu et Christian Clavier, qui est tout jeune, dans ce film-là. Et il est construit autour de différentes facettes de la sexualité. Chacun renvoyant à une vision, une facette différente de la sexualité. Bon, le film n'a pas très bien marché. Par contre, le gros succès, disons, le premier gros succès de Miller, ça va être le film suivant. On se rapproche de l'effronté, avec, bien entendu, Garde à vue. Garde à vue, qui est là aussi une adaptation d'un roman d'un ancien commissaire anglais, John Wainwright, qui avait écrit un livre de la série noire intitulé « À table », dont Miller s'empare, et on lui colle comme partenaire Michel Audiard, qui lui ne veut pas toucher au scénario, mais veut dialoguer le film. C'est une collaboration qui se passe assez mal, parce qu'ils ont des visions différentes, non seulement du film et des dialogues, mais des personnages, et que Miller souhaite échapper au côté anarchiste de droite, disons, qu'il y a chez Audiard, où il enlève les répliques typiques du genre « toutes des salopes », vous voyez, en s'abritant derrière les personnages.
donc ce dont Miller ne voudrait pas. Donc il y a quand même un certain conflit, et avec Serrault aussi, bon, parce qu'il est un ami personnel de Michel Audiard, donc ça se passe pas très bien, mais enfin, le film est un très grand succès, et tous les deux, Serrault et Audiard, sont extrêmement satisfaits du film, à tel point qu'ils lui demandent à nouveau de collaborer sur le suivant. Ce qu'accepte de faire Claude Miller, et le suivant, ça sera Mortelle Randonnée avec Isabelle Adjani. Hein. Bon, entre-temps, il s'est passé d'autres choses, c'est-à-dire que Miller a été sollicité pour la publicité, il en a fait beaucoup, 200 spots, quand même, c'est considérable, hein, dans les années 80. Il a trouvé l'expérience enrichissante parce que sur le plan technique, il a pu tout essayer, y compris avec un matériel haut de gamme et très très performant, en prenant tout le temps qu'il voulait, ce qu'il n'en a pas souvent sur les tournages. En même temps, le côté négatif, si vous voulez, c'est l'esthétique tape à l'œil, que ça finit par laisser des traces, quoi. Hein. Et bon, Mortelle Randonnée porte les traces de tout ça. C'est sans doute l'un des films qu'il aime le moins. Effectivement, quand on le revoit aujourd'hui, on le retrouve un peu inféodé quand même à cette esthétique pub et clip, si vous voulez, très clinquant, très années 80, hein, très léché au niveau de la photo, avec un abus du grand angulaire, bon, ce genre de choses, si vous voulez, bien que le film soit devenu un film culte pour beaucoup. Là aussi, c'est encore l'adaptation d'un roman de la série noire. Hein. Alors, si je vous dis tout ça, donc d'abord 2 mots pour les adaptations. Hein. Je vous ai dit qu'il avait adapté, il part souvent d'un livre, Nina Berberova, il a adapté également Emmanuel Carrère, il a adapté aussi Ruth Rendell quand il fait Betty Fischer et autres histoires, hein. C'est un roman de Ruth Rendell, ça. Tchekhov, dans La Petite Lily, c'est une adaptation dans le monde du cinéma de La Mouette de Tchekhov. J'ai parlé actuellement donc de l'adaptation de Mauriac, et puis Sirius Tvet, donc la femme de Paul Auster, hein, dont il a tiré La Chambre des magiciennes, en adaptant uniquement un chapitre du livre. Il y a un chapitre qu'il souhaite adapter. Bon, je reviendrai là-dessus. Voilà. Donc on est un petit peu, si vous voulez, dans cet univers et ce trajet de carrière quand il va aborder le projet de l'Effronté. Hein. L'Effronté est réalisé en partie en réaction, disons, à Mortelle Randonnée. Là où il avait Adjani qui interprétait 6 femmes différentes dans le film, bon, tout à travers des rôles de femmes fatales, hein, poursuivies par ce policier incarné par Serrault, qui pense voir en elle la réincarnation de sa fille disparue. Bon, ça c'est le cadre général du film. Hein. Et bon, le film était construit autour du glamour, disons, autour d'un féminin plutôt fantasmatique, d'un féminin cinéphile, hein, sur lequel il avait projeté énormément de choses. Et là, il souhaitait faire l'inverse. Il souhaitait plutôt filmer Le vilain petit canard, hein, ça sera donc Charlotte Gainsbourg, à 13 ans et demi. Et pour essayer de ne pas projeter justement une grille fantasmatique sur le personnage, il a demandé à sa femme, Annie Miller, de collaborer à l'écriture du scénario et de traiter la vision féminine du film, disons. Hein. Voilà, bon, pour poser un petit peu le cadre de tout ça. Alors, on va en arriver au film proprement dit, on va commencer à regarder les premiers extraits. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous rappelle, pour ceux qui l'ont vu il y a très longtemps, je vous rappelle le cadre, le résumé de l'Effronté, enfin un résumé rapide, le cadre de l'histoire. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Charlotte Castan, interprétée par Charlotte Gainsbourg, qui a 13 ans et demi. Sa mère est décédée, elle ne l'a pas connue, elle est morte à sa naissance. Elle vit avec son père, qui est interprété par Raoul Biré, qui a un petit atelier de décolletage, pas très florissant visiblement. Elle a également un grand frère, Jackie, qui est interprété par Simon Delabrosse, acteur très prometteur, une des révélations de sa génération, malheureusement disparu trop tôt, mort du sida en 98. Et puis, il y a également Léone, la bonne, si vous voulez, ou, bon, c'est ce que dit Charlotte, hein, donc je vais reprendre son terme, qui s'occupe du foyer, bon, du ménage, qui est un peu la nounou aussi, des repas, bon, et qui est interprétée par Bernadette Lafont. Et puis elle a pour compagne de jeu une petite voisine, Lulu, qui a 7 ans. On est à la fin de l'année scolaire. Hein.
Au cours des derniers jours au collège, Charlotte découvre par hasard en vidéo dans son établissement, à travers une cassette, l'extrait d'un concert d'une jeune pianiste prodige de son âge, qui s'appelle Clara Baumann, et qui va donner un concert dans sa ville. Elle est immédiatement fascinée par elle, aussi bien sans doute parce que représente l'univers de la musique classique, par cette jeune Clara, que par le fait qu'elle ait son âge, quoi. Et puis, comme son père lui donne à faire une petite livraison dans un autre atelier de tournage voisin, Charlotte va rencontrer par hasard cette jeune Clara Baumann qui se déplace avec son impresario et qui cherche la maison qu'elle a louée pour le temps du concert. Elles vont sympathiser, mais Charlotte a besoin d'un moyen pour entrer là-bas et pour entrer à son contact. Ce moyen, ça va être un ouvrier qui s'appelle Jean, qui est interprété par Jean-Philippe Écoffet, qui travaille dans le fameux atelier de tournage là, et qui est chargé de réparer le tabouret de piano de Clara. Donc elle voit en lui un moyen d'entrer en contact avec elle. Elle va tout faire en sorte pour participer à la livraison. Simplement, il a 25 ans et il tourne un peu autour d'elle.